S'enraciner ailleurs. Pourquoi ce titre? Au moment où nous avons commencé à réfléchir sur le thème de la quête des origines, en lien avec l'expérience de nos bilans conjoints pour des enfants adoptés, une image d'arbre et de racines en formation nous est apparue pertinente. L'arbre, ou plutôt l'arbuste, lorsqu'on pense à un enfant en développement, commence à prendre racine dans son pays d'origine pour être ensuite déraciné, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de soins ou de bienveillance, avec l'objectif d'être réimplanté dans un nouveau terreau, d'adopter un nouveau terroir, une nouvelle famille. Cet enfant venu d'ailleurs est accueilli dans sa famille adoptive bien différente de celle d'origine. Ne parle-t-on pas fréquemment dans le domaine de l'adoption de greffe? On évoque une greffe qui prend, ou qui prend mal, ou qui ne prend pas. Avant de vous exposer une vignette clinique dans laquelle nous mettrons en exergue la question de l'accès aux origines, la recherche ou le refus de savoir, et ce, tant du côté de l'enfant que du côté de la mère, nous voulions partager avec vous des réflexions communes. Tout d'abord, quelques définitions. S'enraciner, c'est se rattacher ou s'ancrer profondément à quelque chose ou à quelqu'un, avoir des liens étroits. S'enraciner, c'est être solide, assuré, inébranlable, stable, planté pour s'établir. C'est se fixer, s'installer, emménager, s'implanter. Ailleurs, d'origine latine aliore, dans un autre lieu. C'est autre part, une autre origine, une autre cause. Les synonymes, c'est autre, dehors, loin, éloigné, absent. Dans notre réflexion, deux principales racines nous sont apparues. Les racines du corps, tout d'abord, puis celles du langage. Alors, du côté du corps et de la psychomotricité. En psychomotricité, cette métaphore de l'arbre est parlante. C'est celle d'un corps dont les appuis au sol, tels les racines, sont solidement et profondément ancrés. L'enfant, dès son plus jeune âge, cherche des appuis pour se sentir exister, les points d'appui lui servant progressivement à se redresser. Cette verticalisation se construit suivant deux lois de développement, la loi céphalocodale ou redressement à partir de la tenue de la tête, puis progressivement du haut vers le bas de la colonne vertébrale. L'enfant expérimente les premiers retournements au sol, tient son dos, acquiert la position assise, la position debout et enfin la marche. L'axe corporel, faisant office d'un tronc bien droit et tonique, permet aux membres supérieurs d'explorer le monde environnant. C'est la loi dite proximodistale qui progresse à partir du tronc ou de l'axe vertébral, aidant l'enfant à maîtriser ses gestes et à développer des manipulations de plus en plus fines, et ce, jusqu'à l'extrémité de ses doigts. Lorsqu'un enfant pousse bien, on peut évoquer une croissance harmonieuse, un bon développement psychomoteur, homogène et satisfaisant, tant au niveau de sa motricité globale que fine. La construction du schéma corporel dès la naissance de l'enfant procède par étapes et se fait en lien avec le maternage continu et bienveillant de la part des parents, la mère, le père, le substitut parental. Dans les histoires adoptives, il y a rupture de cet étayage corporel et psychique, de cette enveloppe. Il y a déracinement à une étape de développement donnée et en cours, et réimplantation avec le risque que les racines encore ténues et fragiles prennent un peu de temps avant de s'enfoncer à nouveau profondément et durablement dans son nouveau terroir. Le corps de l'enfant est la mémoire de ces étapes, et le développement psychomoteur en est le témoin du bon enracinement dans la terre de son accueil. Alors, qu'en est-il du côté du langage? Comment l'apprentissage d'une nouvelle langue devient-elle une nouvelle racine qui va pousser? Le bilinguisme, c'est l'apprentissage simultané de deux langues, chacune ayant sa place sur le plan culturel, affectif et social. C'est la situation, par exemple, des couples mixtes, où chacun s'adresse à l'enfant dans sa propre langue. Le biglossisme, un terme qu'on entend peu. Par contre, c'est l'apprentissage d'une langue seconde après l'acquisition de la langue maternelle. C'est le cas des familles migrantes qui arrivent dans un nouveau pays avec leur langue maternelle. L'enfant alors va acquérir la langue de son pays d'accueil, à l'école par exemple, tout en continuant à pratiquer sa langue première à la maison. C'est là qu'intervient parfois, on en a un petit peu parlé tout à l'heure,
un conflit de loyauté. Le cas de la langue des migrants renvoie alors à l'exil, à l'histoire familiale, à l'histoire du pays, avec parfois un grand H. Il y a donc un désir de transmission de la langue de la part des parents. Le langage de l'enfant adopté à l'international qui arrive dans une famille française ne correspond à aucune de ces deux définitions. L'enfant adopté n'entre ni dans le bilinguisme, ni dans le biglossisme, puisqu'il va laisser sa langue maternelle, lorsqu'il a déjà acquis du langage, pour en apprendre une nouvelle, afin de s'ancrer dans sa nouvelle famille. Par contre, on constate qu'il y a un déracinement donc de la langue. Que devient donc la langue première de l'enfant adopté? Si elle n'est pas pratiquée, c'est une racine qui se dessèche, mais qui reste et qui peut renaître si le sujet, un jour, en exprime l'envie, le désir. La mélodie, le rythme de la langue sont des marqueurs qui restent actifs dans l'esprit de l'individu ayant eu une première langue maternelle. D'autant plus que la réalité de l'adoption internationale en 2019 nous force de constater que les enfants qui arrivent de l'international sont donc de plus en plus grands et sont par conséquent déjà entrés dans leur langue, dans une langue maternelle. Alors pourquoi garder cette première langue si personne ne la pratique dans la famille? Est-ce que c'est le désir des enfants? Non, c'est bien souvent celui des parents, croyant bien faire, afin que leur enfant n'oublie pas, qu'il garde ses racines. Mais une langue qui n'est pas partagée, qui n'est pas entendue, qui n'est pas utilisée avec régularité, cette langue se refoule et devient sans intérêt, en tout cas pour le présent de l'enfant. L'enfant va donc apprendre le français rapidement et oublier sa langue d'origine. Pour Cécile Delannoy, il y a là une sorte de clivage intérieur relevant de l'instinct de survie. Quant à Françoise Maury, elle avance que l'oubli de la langue maternelle favorise l'intégration totale dans la famille adoptive et au sein de la culture française. Le français deviendra la langue maternelle seconde. Comment étayer l'apprentissage de la nouvelle langue? Comment faire en sorte que cette nouvelle racine se développe dans les meilleures conditions possibles? Le jeune enfant a besoin de tous les aspects non-verbaux pour entrer dans le langage. L'enfant plus grand, qui arrive de l'adoption internationale et qui ne parle pas le français, est également dans la même situation. Il est donc intéressant, voire indispensable, d'avoir recours à toutes les formes de communication non verbale, les mimiques, les gestes, les modulations de la voix et de ce qu'on appelle aussi le fameux parler nourrice. Il s'agit d'une parole qui va être ralentie pour exagérer les paramètres mélodiques de la parole pour une meilleure imprégnation du langage. La stimulation qu'on lui propose suit deux critères, le stade où il en est et ce vers quoi on souhaite l'emmener. Il faut lui proposer d'aller un petit peu plus loin, mais pas trop. L'utilisation de phrases courtes et simples, tant dans le langage des parents que dans la description de ce que fait l'enfant, va lui permettre d'enregistrer ce nouveau lexique, ainsi que les constructions de phrases nouvelles pour lui. Peut-on dire que prendre son temps n'est pas perdre son temps? Oui, bien sûr. Alors on laisse le temps de comprendre, on lui laisse le temps de comprendre, on laisse à l'enfant le temps de répondre. Et cet ensemble est aussi rassurant pour lui. Encore une fois, on ne compte pas en tant que tel, l'âge ne compte pas en tant que tel, et il est indispensable de se mettre au niveau du stade de développement de l'enfant et d'adapter les jeux. C'est ce que Sylvie a souvent souligné en tant que psychomotricienne. Il est important d'adapter les apprentissages en fonction de cette maturité aussi affective. Ainsi, la racine de la nouvelle langue se développe lentement. Elle s'installe donc tout près de la première. Celle-ci va d'ailleurs la nourrir. Et si la première langue était bien en place, l'enfant apprendra rapidement le français. Car le langage, c'est parler avec l'autre, c'est entrer en communication. À la consultation Adoption internationale, nous effectuons des bilans de psychomotricité et d'orthophonie. Juste quelques mots sur les bilans. Le bilan psychomoteur, c'est une évaluation et une observation clinique qui vise à faire le point sur les étapes clés du développement psychomoteur, la qualité de l'engagement et de l'investissement corporel, tonique et émotionnel de l'enfant, et ce, dans la relation.
Lors du bilan, l'orthophoniste reçoit l'enfant et sa famille, recueille des informations lors d'un entretien avec les parents, fait passer des tests et des protocoles adaptés auprès d'enfants susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans tous ses versants, expression et compréhension, et autres troubles cognitifs qui s'y rattachent. Dans le contexte spécifique de l'adoption, nous proposons plusieurs séances de bilan, souvent à 2 professionnels et toujours en présence des parents. Car c'est l'occasion d'une rencontre plurielle et mobilisatrice pour la famille, d'une ouverture à un nouveau regard sur le corps, le développement, la relation à leur enfant et le langage. Cela peut être également le moment d'aborder avec les parents incompréhension et malentendus autour des manifestations de l'enfant et de ses besoins propres. L'enfant peut y laisser voir ses fragilités liées à son histoire adoptive, faite de ruptures, qui s'expriment par le corps, le langage et le comportement. Nous allons vous présenter une vignette clinique dont nous tairons le prénom par souci de confidentialité. Pour cet enfant, nous avons effectué un bilan conjoint psychomotricité-orthophonie. Donc, il a 3 ans et 8 mois lorsque nous le rencontrons pour la première fois avec sa mère. Nous n'avons jamais rencontré le père, il est néanmoins présent auprès de son fils et participe aux consultations avec le médecin. Nous organiserons 3 autres rendez-vous avec ce même dispositif sur 6 mois, en parallèle avec les consultations médicales thérapeutiques familiales. C'est un petit garçon, né au Vietnam, prématurément à 6 mois de grossesse. Il a été hospitalisé les 4 premiers mois de sa vie, puis confié à un orphelinat. La première rencontre avec ses parents adoptifs s'est faite à l'âge de 18 mois. La remise de l'enfant des bras de la nourrice vers ceux de la maman s'est faite très rapidement. L'enfant ne semblait pas y être préparé. Et puis, il s'est endormi sur les genoux de son père. Ils sont restés 3 semaines sur place avant de revenir en France, le temps des démarches administratives. Au dire de la maman, il était resté beaucoup dans son lit, il avait acquis la marche, ne parlait que très peu. Madame a pris un congé d'adoption et est restée auprès de son fils à la maison pendant une grande année. Au départ, l'alimentation et le sommeil ont été très difficiles. Il garde un petit appétit et a besoin de nombreux rituels de réassurance au moment de l'endormissement. L'entrée en maternelle, en petite section, s'est faite l'année suivante, à l'âge de 3 ans, en septembre, progressivement. Madame a organisé et aménagé ses horaires de travail en fonction de la présence de son fils à l'école. Lorsque nous le rencontrons, cela fait 7 mois qu'il fréquente l'école, 2 journées complètes et 2 matinées. De septembre à décembre, l'institutrice s'est beaucoup plainte de lui, car il est agité, il bouge beaucoup, ne respecte pas les consignes, serait provoquant, à ses dires, au dire de la maîtresse. Il se fait punir. Nous constatons en effet qu'il a besoin d'être rassemblé corporellement, sinon il peut s'éparpiller et même parfois montrer quelques mouvements d'agressivité. Nous conseillons donc à la maman de beaucoup porter et contenir son fils qui en a besoin, l'occasion de tisser de nouvelles racines dans la relation parent-enfant. Nous proposons d'ailleurs en séance le hamac. Madame s'y installe avec son enfant sur les genoux, tout contre elle. À ce propos, nous lui expliquons que du fait de son vécu de prématurité, d'hospitalisation et de carence dans sa petite enfance, il n'a pas la maturité affective suffisante pour pouvoir intégrer actuellement sereinement les contraintes collectives demandées par l'école. Il a besoin d'un temps supplémentaire pour expérimenter les situations sociales de jeu et d'apprentissage au sein d'un grand groupe. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu quant à son attitude, il nous semble important de souligner que son agitation, son débordement émotionnel et corporel sont le reflet d'une nécessité de réassurance et de contenance. Néanmoins, nous constatons une capacité certaine d'évolution et nous lui faisons confiance pour avancer et progresser dans ses difficultés d'adaptation. Lors des séances de bilan, ce petit garçon est souriant, il est dans une bonne communication relationnelle avec nous, il nous regarde, il lâche volontiers la main de sa mère pour entrer dans la salle, se réassure fréquemment auprès d'elle, en se retournant, afin de vérifier son regard, son soutien, son approbation. Il est dans un bon lien d'attachement à sa mère, qui est affectueuse, et capable de mettre en mots spontanément les affects. Au fur et à mesure, elle nous semble avoir moins de doutes quant à sa légitimité de mère. Ainsi, peut-elle s'autoriser à imaginer une nouvelle branche maternelle dans l'arbre de son fils. Donc il présente à ce jour un développement psychomoteur harmonieux, donc tant dans sa motricité fine que globale. Il témoigne d'une bonne connaissance de son schéma corporel, son langage se structure, les phrases prennent forme. Madame nous apprend que suite à un torticolis congénital, il a eu la chance de bénéficier à l'orphelinat de l'intervention quotidienne d'un kinésithérapeute français, et ce, dès l'âge de ses 4 mois. Ce kiné s'est pris d'affection pour cet enfant. Il l'a finalement suivi jusqu'à son départ de l'orphelinat.
C'était une approche corporelle et soignante, régulière, enveloppante et très privilégiée. Madame a rencontré rapidement ce kiné sur le lieu de l'orphelinat pour en savoir le plus possible. Elle nous explique combien elle a cherché à recueillir le maximum d'informations sur place, puis dès son retour. En effet, Madame est allée chercher les origines tant sur place qu'au retour en France, car le kiné était en lien avec un pédiatre de Marseille dont elle a demandé ses coordonnées. Elle l'a ensuite contacté et a pu récupérer des photos et même des petits films de son fils à l'orphelinat. Alors nous nous sommes attachés à découvrir l'origine et la signification des prénoms. Nous pouvons nous demander si les parents adoptifs de cet enfant ont fait le choix du prénom de leur fils par hasard. Pardon, mesdames et messieurs les psys. Ou bien ont-ils eu inconsciemment le désir de créer du lien? Si son prénom d'origine vietnamienne signifie puissance nationale, celui choisi par la famille d'adoption signifie force de Dieu. Nous retrouvons dans ces substantifs puissance et force le même signifiant, la même intensité. Un choix inconscient des parents désireux de commencer à tisser des liens entre des racines étymologiques. En outre, le kiné qui s'est occupé de leur fils, et ce dans une préoccupation qu'on pourrait définir de paternelle, porte le même prénom que le père adoptif, prénom qui étymologiquement signifie quant à lui le couronné. C'est un élément rassurant, structurant que Madame nous transmet comme un signe annonciateur d'une bonne greffe. La racine paternelle de cet arbre germe-t-elle avec ou germe-t-elle de la rencontre du kiné français? Ce kiné sur Ho Chi Minh Ville aurait été comme un pont entre ce petit garçon et sa famille. Les mots exprimés en français lors des séances de soins, la mélodie de la nouvelle langue, le rythme, l'histoire de ce soignant pouvait déjà lui livrer lorsque la maman l'a rencontré, auront donc permis à ce bébé de se construire, de grandir et de se tenir debout. Pour cette maman, la quête des origines lui semblait alors urgente et possible, comme le souligne Aurélie Arf, afin de pouvoir un jour faire le récit des origines de l'enfant dans sa famille adoptive, dans son histoire de vie. C'est le récit qui crée les racines. Cette quête semblait urgente car cette maman était sur place et c'était le moment ou jamais de recueillir toutes les informations possibles. La quête des origines est donc parfois amorcée par les parents, pensant bien faire, anticipant les questions à venir de l'enfant. Cette quête était nécessaire pour cette mère dans son propre processus d'attachement. La mère se fait alors porte-parole. Elle rapporte le récit des origines qui lui-même lui a été transmis par ceux qui ont connu l'enfant, ceux qui prétendent connaître son vécu. C'est alors une transmission du récit des origines. L'arbre prend ses racines dans le récit. Afin qu'il y ait une inscription dans la filiation, le récit de l'adoption est alors le commencement de l'histoire commune des parents et de l'enfant. Et comme nous le constatons lors des bilans, lorsque l'adoption est vraiment toute récente, le récit est souvent teinté d'une très grande émotion. Mais qu'en est-il de la quête des origines du côté de l'enfant? Dernière petite anecdote. Madame nous raconte, lors de notre dernière rencontre, avec beaucoup d'émotion, une situation très embarrassante pour elle. Dans une salle d'attente, son fils s'approche d'une femme enceinte. Il revient en quête d'explication et demande à sa mère « Moi aussi, j'étais dans ton ventre ?» La maman se retrouve en grande difficulté, ne pouvant nommer maman, la mère biologique, ni même première maman. Elle choisira le substantif dame pour lui parler de la dame qu'il a eue dans son ventre. Un terme neutre, générique, sans affect. Tout le monde est nommé, sauf la mère biologique. En tout cas, pas maintenant. C'est encore bien trop difficile. Il faut aussi noter que tout au long de notre bilan conjoint, cet enfant est en grande difficulté émotionnelle lorsqu'on parle du Vietnam. Il fait alors beaucoup de bruit, les sourcils froncés,
il se met à gribouiller en tapant de plus en plus fort jusqu'à trouer sa feuille avec un crayon dans chaque main. Il fait cela avec force et puissance en entendant le discours de sa mère qui parle du Vietnam. En guise de conclusion, la recherche ou la quête des origines, que l'on soit parent ou enfant, n'a pas la même temporalité. Dans notre vignette clinique, Madame éprouvait un besoin vital et intense d'en savoir plus sur le passé de son fils. En miroir, l'enfant n'était pas prêt à entendre. Il nous l'a manifesté corporellement et par sa parole, refusant de savoir ce qui s'était passé pour lui au Vietnam. Se pose ainsi la question du vouloir de l'enfant qui peine et qui a besoin de temps pour s'enraciner durablement dans son nouvel environnement à avoir accès à ses origines. Ce retour en arrière à une période en développement peut être très déstabilisant pour lui et l'enfant, bien souvent, ne veut pas savoir. Est-ce un déracinement à nouveau symbolique ? Néanmoins, cette quête des origines est parfois recherchée et active du côté des parents, à l'insu de l'enfant, au risque qu'ils ne la comprennent mal. L'attente qu'ont les parents de l'histoire antérieure de l'enfant n'est pas toujours une attente partagée par l'enfant, et surtout lorsque ce dernier vient à peine d'arriver dans sa nouvelle famille. Peut-être pourrions-nous espérer que le roman familial soit ouvert et restitué à la demande de l'enfant en fonction de son âge et de son histoire, sous la bienveillance des parents qui l'accompagnent.